Chères auditrices et chers auditeurs de la robe numérique, je suis ravie de vous retrouver. Cette semaine, on va parler escroquerie financière. L'escroquerie financière, au faux moyen de paiement, c'est 628 millions sur uniquement le premier semestre 2023, selon la Banque de France. C'est donc un impact sur notre économie considérable. Et parmi ces fraudes, on compte notamment les fraudes aux cartes bancaires piratées, aux ordres de virement frauduleux, mais également les fraudes aux remises de chèques ou encore la fraude aux faux conseillers bancaires. L'entreprise de mon invité accompagne les victimes de ces fraudes et plus spécifiquement les victimes d'escroqueries aux faux investissements. C'est un type d'arnaque très particulier qui est à la fois très ancien et en même temps très récent. Pourquoi ? Parce que ce braquage de cerveau et d'ingénierie sociale a été aujourd'hui démultiplié, nous allons le voir. Les victimes, évidemment, se retrouvent extrêmement seules, parfaitement démunies, puisqu'elles ont elles-mêmes passé l'ordre d'investissement, elles ont elles-mêmes passé le virement. Comment donc démontrer qu'on a eu notre cerveau braqué et que nous avons été contraints de réaliser sur de fausses informations ces virements? C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui avec mon invité. Marc Bouzy, vous êtes associé chez Broker Défense. Depuis 2014, Broker Défense travaille sur cette expertise spécifique. Alors bonjour Marc et bienvenue au micro de la robe numérique. Bonjour Oriana. Ma première question, c'est pourquoi une explosion et en tout cas ce que l'on voit aujourd'hui à l'aune des nouvelles technologies et du développement des réseaux sociaux, quel impact sur votre activité et sur les victimes aujourd'hui ? Alors, il y a un impact absolument considérable et qui provient essentiellement de l'évolution technologique, il faut bien le dire. Donc, cette escroquerie, ce type d'escroquerie est quand même... On est sur des ressorts qui sont extrêmement anciens, qui existent depuis quasiment l'invention de l'argent, puisque à la base, c'est un mensonge qui permet de soutirer de l'argent en faisant croire n'importe quoi à des personnes sous un faux prétexte. Donc ça, c'est la manière générale de présenter les choses. Après, ça, c'est un petit peu plus structuré. Et avec l'arrivée de l'Internet, c'est merveilleux parce que ça permet d'avoir des supports numériques, des plaquettes virtuelles qui sont parfaitement fausses, qui ressemblent exactement à ce qui va exister pour des vraies sociétés d'investissement, des vraies banques, des vraies sociétés de placement. Ça va reprendre tous les codes, ça va reprendre parfois exactement une plateforme d'investissement avec des systèmes de passage d'ordre, de transactions, mais qui sont complètement falsifiés, enfin, qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que derrière, vous voyez des chiffres qui bougent, mais en fait, c'est un jeu vidéo qui ressemble exactement à un vrai site en ligne. Et donc ça, c'est, on va dire, la première génération qui est apparue avec l'ère d'Internet. Et donc, on voit bien qu'en termes de crédibilité, mais ça change complètement la donne. C'est-à-dire qu'avant, on avait un discours qui était uniquement verbal, c'est-à-dire de l'escroquerie par téléphone, ça peut être de l'escroquerie par courrier postal. Donc, la victime, pour se faire avoir, a quand même le temps de la réflexion. Il y a un certain délai, on n'est pas dans l'immédiateté, c'est-à-dire que le courrier arrive, il faut le lire, il y a le coup de téléphone derrière, bon évidemment il y a la pression par téléphone, mais quand on a des supports avec la vitesse du mail, avec le site internet qui permet de naviguer dessus, ça change quand même totalement la donne. Donc on comprend que là, on va avoir des victimes qui se font avoir de plus en plus, et avec des technologies qui évoluent. Ça, ce que je vous parle, c'était ce que nous, on a connu lors de la création de la société vers 2014. Et il y a eu des évolutions profondes sur les techniques qui ont été utilisées, qui ont été mises en œuvre. Sachant que ça, cette vitrine, on est ce que vous avez dit, l'expression, le braquage de cerveau, le cambriolage numérique. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, c'est de convaincre les victimes elles-mêmes de donner leur argent. On est d'accord que c'est les mêmes fonctionnements, c'est le même rouage que l'escroquerie classique,
initial comme on a pu le connaître de tout temps. J'ai en tête pour moi un casse du siècle incroyable qui était la tentative de vendre en pièces détachées de la Tour Eiffel à des revendeurs de fer en disant attention, l'État français est en faillite, il veut revendre la Tour Eiffel au poids du fer en vigueur et faut pas en parler, etc. avec des courriers République française, quoi. Et on est sur un coût incroyable, avec un gain annoncé faramineux, quelque chose de secret, faut aller vite parce que sinon l'affaire va nous passer sous le nez. Enfin, c'est finalement les mêmes ressorts qu'on a aujourd'hui avec des moyens différents. C'est exactement les mêmes ressorts psychologiques. L'urgence, l'affaire incroyable, le côté initié, et également, ça nécessite tout un enrobage. C'est-à-dire, là, vous faites référence à l'affaire Lustig, et donc il y a une phase de préparation et de ciblage de la victime. Donc là, en l'occurrence, l'escroc, donc, qui s'appelait Lustig, avait ciblé 6 ferrailleurs différents pour justement essayer de les approcher les uns après les autres. Ces 6 ferrailleurs étaient quand même assez richissimes. À l'époque, l'activité de ferrailleur était extrêmement prospère. Et il en a accroché un qui a été alléché avec des discussions qui étaient secrètes. Le gouvernement veut mettre en vente ce tas de ferraille qui est en train de rouiller. Bon, alors peut-être que ça vous évoque quelque chose en ce moment, mais en tout cas à l'époque, dans les années 20, elle était assez mal entretenue. Et donc ça paraissait totalement crédible. Et derrière, donc, on voit que cette affaire nécessitait une très forte préparation. Il faut vraiment le temps du ciblage, il faut la mise en œuvre, il y a les courriers, mais également de nombreuses rencontres en face à face. Oui, il y a une mise en danger quand même de l'escroc vis-à-vis de sa victime parce qu'il est à visage découvert. Il y a un contact physique, il y a des rendez-vous qui sont pris, on l'invite dans des restaurants prestigieux, il faut montrer qu'on a de l'aisance et de l'argent. Donc il y a quand même un investissement assez important de la part de l'escroc. Ce qui est aujourd'hui plus le cas finalement avec Internet, c'est beaucoup plus simple. Ce qui a totalement changé avec Internet. L'investissement, c'est créer un site Internet. Bon, maintenant, un site Internet, pour quelques centaines d'euros, vous achetez des modèles et puis en moins de 24 heures, vous avez un site Internet. Alors bon, plus ou moins bien fait. C'est sûr que pour avoir un site avec une plateforme de passage d'ordre derrière, c'est quand même un investissement un petit peu plus lourd, mais c'est pas fondamentalement, on n'est pas sur la même mise en danger. Oui, vulgairement, le ticket d'entrée est pas incroyable. Le ticket d'entrée est malheureusement tout à fait abordable pour les escrocs, ce qui a fait exploser ce type d'arnaque. Alors, du coup, ce type d'arnaque, on le rappelle, c'est vraiment faux investissement. Donc, moi, je reçois une publicité en me disant si vous placez de l'argent à tel endroit, vous allez recevoir un rendement de X dizaines de pourcentage. Donc, ça fait rêver quand on voit aujourd'hui les taux d'intérêt. Et du coup, il y a des éléments quand même qui vont m'embarquer pour me donner confiance. Donc, on va retrouver des logos de banques ou de banques centrales, des citations d'investisseurs incroyables. On va quand même avoir un affichage marketing hyper fort. Exactement. En fait, il y a une première phase qui va être la phase de ciblage des prospects. Ils vont être accrochés avec des sites plus ou moins véridiques, avec des fausses publicités, pour déjà avoir un premier, on va dire une présélection qui va permettre d'avoir un espèce de vivier à cibler, à targeter de manière beaucoup plus précise par les escrocs. Et après, l'approche se fait effectivement avec du support numérique, avec des sites, mais également avec un soutien par téléphone. Et en fait, l'essentiel du discours, parfois quand on voit le site, on se dit, mais voilà, ce site, il ressemble à rien. Comment on peut se faire avoir avec ça ? Oui, mais en fait, on peut se faire avoir parce qu'il n'y a pas que le site. Il y a le site, il y a eu les emails. Avec les emails, il y avait les pièces jointes. Il y a eu le discours par téléphone. Ça a été travaillé. Ça a pris parfois plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est pas venu d'un seul coup. Au début, ça commence avec un petit investissement. On met 100 euros, 250 euros pour commencer. Forcément, les 250 euros, on suit les conseils. On est formé, entre guillemets, par la personne au téléphone. On voit que ça marche. On fait 17 euros de gain, de profit. On essaie de retirer les 17 euros, on les retire, on les récupère sur son compte bancaire. On se dit, ça marche, c'est très bien. Et puis derrière, on remet un petit peu d'argent, on remet 2000. 2000, ça marche toujours. On fait 200, 220 euros de gain. On est toujours dans le restaurant du vendeur de Tour Eiffel, là. Là, il offre le dessert et il offre l'apéritif à la fin. Et là, si on essaye de retirer l'intégralité des sommes mises, en général, ça marche. Ça fonctionne parce qu'en gros, c'est le seuil sous lequel ils sont. En fait, ils déshabillent Paul pour habiller Jacques et ainsi de suite, quoi. Même pas, ils rendent, en fait. Ok. Ils rendent. Alors, ça ne marche que si il pense que la victime va remettre derrière. Ok.
Et donc, ça marche parce que la victime remet toujours derrière. Voilà. Et donc, après, la victime remet 10 000, 20 000, 50 000. Et donc, forcément, c'est quand on arrive à ces montants-là, après, ça navigue à vue. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de cibler des victimes qui vont avoir des projets d'investissement de long terme. C'est-à-dire laisser l'argent fructifier pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Comme ça, ils n'y touchent pas. Et donc, tant qu'ils n'y touchent pas, il ne se passe rien. Et parfois, il y a d'autres stratégies. Ils peuvent être un petit peu plus pressés, un peu plus gourmands. Si vous avez 10 000 euros, bon, bah, c'est très bien. Maintenant, il faut passer dans la cour d'écran, monsieur. Il ne faut pas se laisser abattre. Il faut y aller. Vous savez, à New York, l'argent ne dort jamais. Donc là, il faut mettre 50 000, il faut mettre 100 000. On a vraiment une vraie pression qui commence à monter pour, on va dire, rincer la victime dans un laps de temps extrêmement court. Et donc, quand la victime arrive au bout, et le bout, c'est le moment où elle fait une demande de retrait importante. Donc, quand la demande de retrait est conséquente, 10 000, 20 000 euros, 50 000 euros, ou l'intégralité du capital, ou alors l'intégralité des gains, ben là, ça coince. Mais après, j'imagine que sur ces sites, on retrouve à chaque fois les mentions comme quoi la perte en capital est toujours possible. Alors ça, on va retrouver ces mentions-là. Et donc, on retrouve des informations qui sont des informations obligatoires auprès d'investisseurs particuliers. Oui. Donc là, ma question est, du coup, face à ça, on a une victime, on a une personne consciente de faire un investissement, oui, entre guillemets, avec un risque. Oui. Elle le fait sciemment. Il n'y a pas de chantage, il n'y a pas de pression. Il y a des techniques manipulatoires. Voilà, alors justement, j'y viens. Voilà. Mais par contre, il n'y a pas de pression dans le sens où si on ne le fait pas, il va nous arriver malheur. Mais il y a une pression, une manipulation de la victime avec l'urgence. Avec l'urgence, avec du mensonge avéré. Donc, par exemple, il y a eu quelques années, le grand support d'arnaque, c'était la mise sur le marché de la Française des Jeux, avec les actions de la Française des Jeux. Donc, il y avait une vente d'actions de la Française des Jeux avec un tarif préférentiel. Voilà. Alors évidemment, les personnes qui investissaient là-dedans n'ont jamais eu d'action de la Française des Jeux, autre que sur un écran où il n'y avait rien derrière. En fait, tout doit ressembler exactement aux pratiques des vraies sociétés. Donc les mentions légales seront exactement les mêmes. Ce sera absolument impeccable. Les contrats, c'est des contrats qui vont faire 40 pages, avec des clauses incroyables, qui sont parfois mieux faites que les vrais sites, parfois même mieux faites que les vraies banques. On a certains sites d'investissement où, quand on voit certains sites de banque, on se dit, la banque devrait aller les copier, parce qu'ils sont quand même vachement mieux que celui de la vraie banque. Mais sauf que le problème, c'est que derrière, il n'y a pas de personne morale. Oui, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Ouais. C'est juste un nom sur un écran. Il n'y a jamais eu de société à ce nom-là. Alors justement, dans cette situation-là, quand on est face à ça, qu'on est la victime d'une situation comme ça, comment vous, chez Broker Défense, vous arrivez à les accompagner et à les aider à faire valoir vos droits, puisque en fait, vous travaillez avec des partenaires, on va en parler, mais matériellement, comment ça se passe ? Quelle est votre intervention ? Alors déjà, quand on voit une histoire qui nous arrive, on va regarder les éléments et on va démêler le faux du vrai. C'est-à-dire que le site internet, la présentation, le discours, les 3%, les 5%, d'ailleurs, on n'est pas forcément sur du taux d'intérêt excessif en termes de rendement. On est parfois sur du taux d'intérêt qui est correct, mais sans plus. Donc pour garder la vraisemblance. Et en fait, il y a un point où la vraisemblance disparaît, et c'est le point charnière de toutes ces escroqueries, c'est au moment du paiement. Et donc au moment du paiement, on arrive sur une anomalie majeure et il faut que la phase de préparation soit suffisamment bien faite en amont pour que la victime ne se rende pas compte de l'anomalie profonde au moment du paiement. C'est-à-dire qu'au moment du paiement, par exemple, acheter des actions de la Française des Jeux il y a quelques années, très bien, mais pour les acheter, il faut payer sur un compte d'une société d'import-export d'électronique en Pologne. Oui, c'est pas logique. Donc là, il y a quelque chose qui coince. Bon, c'est un peu caricatural, mais on est sur quelque chose de ce niveau-là. Et donc, en fait, si on balaye les éléments, on se rend compte que la personne fait un paiement conséquent sur une société polonaise dont elle n'a absolument aucune idée de qui est cette société et pour laquelle elle ne reçoit absolument aucune prestation. Donc, on a une victime qui est en conflit avec une société enregistrée en Pologne. Ok, donc finalement, ça matérialise, c'est ce moment charnière qui va matérialiser l'escroquerie, compte tenu du fait
qu'on nous envoie mettre l'argent, déposer l'argent dans un compte qui a aucun lien avec le discours initial en réalité. Aucun lien avec le discours initial, aucun lien avec les contrats quand il y a eu du contrat qui a été signé et aucun lien avec la prestation qui est censée avoir été fournie. Et donc, du coup, ça veut dire que par exemple, dans cet exemple précis, ça veut dire que l'histoire commence en Pologne. Et donc, il faut aller regarder, chercher des informations et c'est tout l'intérêt de notre société parce qu'on a un réseau d'avocats et de partenaires. On intervient dans 14 pays essentiellement européens. Donc, on travaille avec un cabinet d'avocats à Varsovie, justement, qui va s'il y a besoin d'engager tel ou tel type d'action sur le territoire polonais, va pouvoir les engager. Et donc, concrètement, ça veut dire que là, vous relevez ce type d'anomalie. Ça se passe comment ? Vous donne le dossier, la victime, elle amène son dossier. Comment ça se passe très concrètement ? On étudie toutes les pièces. Étape 1. Alors, l'étape 1, déjà, on écoute le témoignage de la victime. Ensuite, on essaie de comprendre les éléments principaux. Et pour comprendre les éléments principaux, il faut tout de suite aller sur les paiements, parce que les paiements, c'est la réalité financière du préjudice. Donc, on essaie de voir où est le préjudice, de quoi il est constitué. Du préjudice financier. Du préjudice financier. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, préjudice moral. Bon, ça, du coup, on va l'avoir un peu sous la forme du témoignage, mais on n'a pas besoin d'aller le creuser. C'est la victime en elle-même qui porte ce témoignage. Et donc, en fonction des éléments que déjà nous porte le discours de la victime, on va pouvoir essayer de creuser et s'orienter. Et après, si on va plus loin, on va regarder les documents, on va regarder les preuves de paiement, on va regarder les différents éléments et on va commencer à creuser derrière. C'est-à-dire qu'on va remonter au niveau des sociétés qui peuvent être identifiées, soit dans le dossier de la victime en tant que telle, soit parce qu'on a eu cette information par ailleurs, parce qu'on a fait des recherches, parce que de base, on fait une veille préventive sur tout ce qui va exister comme escroquerie dès qu'on en détecte. Donc on va commencer à collecter des informations, parce qu'il y a également un décalage temporel. C'est-à-dire que vous avez la victime qui est victime à l'instant T, elle commence à se rendre compte qu'il y a un problème au bout de plusieurs semaines ou plusieurs mois, et elle commence à engager ses actions à ce moment-là. Et en général, quand les actions commencent à être engagées, les escrocs ont eu le temps de faire le ménage et de fermer la boutique. Donc ce qui fait que quand les victimes commencent à vouloir se défendre, il n'y a plus personne en face, parce que tout le monde est parti. Et donc, quand nous, on essaie de mener des actions préventives, on va faire une espèce de veille pour essayer de collecter tout ce qu'on peut comme information qui traîne sur le marché, de manière préventive. Et comme ça, quand on a une victime qui arrive derrière, on peut la rattacher à des éléments qu'on a déjà collectés par avant. Ok, ça veut dire que vous avez une action, vous, en dehors de tout cas de demande spécifique, vous collectez des informations sur des sites qui ressemblent à des qui sites pourraient être frauduleux. Qui sont de toute évidence frauduleux. Ok, alors du coup, ça m'amène une question tout de suite, c'est est-ce que ces sites, vous les signalez au fur et à mesure de votre découverte ? Alors, de vos découvertes ? On publie effectivement des informations publiques sur le fait que c'est des sites frauduleux. D'accord, donc vous faites un système d'alerte en fait. On a un système d'alerte, effectivement, ce qui a quand même un côté, d'intérêt général pour le public, qui est que gratuitement, on va essayer de diffuser une information. Attention, ce site est un site d'escroquerie, il ne faut pas y aller. Ok, mais à contrario, vous ne dites pas ce site est sécurisé ? Non, parce que ça ne nous intéresse pas. Ok, du coup, ça veut dire que sur la démarche, donc pour que je comprenne bien, finalement, vous avez une veille qui vous permet, lorsqu'une victime arrive, de rattacher cette victime à un cas que vous avez potentiellement déjà identifié. C'est ça. Donc j'imagine que vous avez collecté à ce moment-là un certain nombre d'informations sur le lieu de création de l'entreprise, les éléments qui... On a pu effectivement commencer à collecter certaines informations. Mais ce qui est également une force, c'est de pouvoir mettre en commun et en réseau les récits des différentes victimes, où chaque victime va nous apporter une facette de la même histoire. Et souvent, les récits vont se compléter et on va pouvoir mutualiser en fait les éléments de chacune des victimes et d'avoir une défense beaucoup plus efficace. Ok, alors justement, si on revient à vos partenaires, vous donnez des preuves matérielles finalement de l'histoire qui est racontée, de la fraude telle qu'elle s'est constituée. Vos partenaires... Par exemple, sur le constat, quand on a préparé l'émission, vous me parliez de ChainNote avec lequel vous collaborez. Justement, ces partenaires-là, ils permettent de structurer et de rendre
opposables les preuves que vous aurez trouvées. Donc là, chez Note, c'est pour réaliser un constat d'huissier. Du coup, le réseau de partenaires, vous parliez d'avocats. Est-ce que vous avez d'autres partenaires au sein, avec qui vous collaborez? Oui, alors en fait, on a toute une série de partenaires. On va avoir donc des partenaires qui vont avoir une expertise technique très précise, comme ShareNote, qui nous permet de faire un constat sur les sites internet d'escroquerie avant qu'ils disparaissent. Et après, on constitue une bibliothèque de sites d'escroquerie, et on va utiliser les sites. Quand une victime vient nous voir, elle me dit il n'y a plus rien, le site a disparu. Oui, mais nous, on regarde dans notre bibliothèque, peut-être qu'on a déjà un constat qui traîne. Donc si on a un constat, c'est bon, la victime pourra en bénéficier. On va également travailler avec des détectives, parce que quand on recherche des informations sur ce genre de site ou ce genre d'affaires, la plupart des informations qu'on va collecter, c'est de l'information, on va dire, négative. C'est-à-dire qu'on va aller voir et on va indiquer que, par exemple, cette information n'existe pas. C'est-à-dire que cette personne est une personne fictive, c'est un personnage de fiction. Cette adresse n'existe pas. Il n'y a pas de telle société de ce nom à telle adresse. Mais parfois, quand on tombe sur des vrais éléments et qu'on a besoin de réutiliser, de faire ressortir dans le cadre d'une procédure ces éléments-là, forcément, on va passer par un détective qui a tous les agréments qu'il faut pour aller faire une action de terrain. Ouais, donc c'est de l'enquête privée, en fait. De l'enquête privée, tout à fait. D'accord. Et donc, avec ces éléments-là, vous apportez ça à des avocats? Oui. À des magistrats? Oui. À des enquêteurs gendarmerie, police? Oui. Comment vous vous intégrez dans cet ensemble judiciaire, au moment où la situation est prise en charge par l'ordre judiciaire, comment vous vous intégrez? Quels sont vos échanges avec le personnel en question? On intervient en amont où on prend les récits des victimes, on va le structurer de telle manière à ce qu'il soit beaucoup plus efficace dans le cadre notamment d'un dépôt de plainte si on est dans le cadre d'une procédure pénale. C'est-à-dire que si la victime vient avec son histoire de plateforme, avec une adresse bidon en Angleterre, etc., ou de société ailleurs, forcément, ça va attirer peu. Il y a une forte chance que l'affaire soit classée sans suite assez rapidement. Oui, parce que c'est trop difficile, en fait. C'est trop difficile, et en fait, la victime va commencer à présenter toutes les fausses pistes en premier. Donc, du coup, ça va prendre un temps considérable de nettoyer le dossier. Ça va être une perte de temps colossale pour les enquêteurs, et du coup, ils vont aller au plus pressé. Alors que si on arrive, on leur dit tout de suite, vous avez tel élément qui est réel et qui a été enrobé par tels autres éléments qui sont des éléments fictifs, du coup, ça permet déjà de s'orienter, parce que forcément, ils vont vérifier l'ensemble, mais ils vont tout de suite aller vérifier l'élément réel. Après, ils vont balayer, évidemment, les éléments fictifs. J'imagine pas qu'ils vont prendre notre... Non, il faut fermer les portes. Ouais. Voilà, il faut fermer les portes, évidemment. Et donc, en fait, à ce stade-là, dès que ça commence à monter, on travaille avec donc des cabinets d'avocats qui vont également prendre le relais s'il y a besoin d'avoir une constitution de partie civile et qui vont être les interlocuteurs des enquêteurs. Et donc, c'est les avocats qui vont être nos interlocuteurs et on va leur fournir les éléments à leur demande s'ils ont besoin. Ou ça peut être parfois des enquêteurs qui vont nous contacter en nous disant voilà, je suis en train de travailler sur tel dossier, est-ce que vous avez des éléments? Donc, nous, on va regarder ce qu'on a et on va tout leur envoyer. D'accord. Et quand on démarre un dossier, ça prend à peu près combien de temps d'avoir ce dossier structuré? Là, je viens vous le voir, on est, on va dire, le 1er avril. Alors, ça dépend du dossier. Ça dépend du dossier. Disons que... En moyenne, une fourchette. En moyenne, oui. Disons que si c'est un dossier qu'on a déjà plus ou moins travaillé, il va falloir quelques jours, donc je dirais maximum 1 à 2 semaines. Et si on est sur un dossier qui est assez lourd, dans lequel il n'y a pas grand-chose, et on a besoin de vraiment mutualiser des éléments sur de nombreuses victimes, là, il faudra compter peut-être 4-6 semaines, quelque chose comme ça. Oui, donc c'est quand même un temps raisonnable. Ça fait quand même moins d'un trimestre pour constituer Oui. un dossier structuré qui est prêt à être déposé auprès des forces de l'ordre. Ensuite, donc, vous passez la main. Si ce sont des victimes qui ont déjà perdu une partie de leurs économies, parfois l'économie de toute une vie, oui. C'est dramatique. La mise en œuvre de vos services, est-ce qu'on peut solliciter une prise en charge par les assureurs? Comment ça se passe d'un point de vue financier pour les victimes? On a effectivement certains de nos clients qui ont une prise en charge de leur protection juridique, notamment.
Alors, ils doivent d'abord déclarer le sinistre et après demander si le contrat permet donc la prise en charge, sachant qu'en général, on n'a pas une prise en charge intégrale de tout ce qu'on fait, mais c'est plutôt à la carte. Il y a certains éléments qui sont pris en charge, d'autres qui ne sont pas pris en compte. Il faut compter un budget à peu près de combien Alors, tout dépend du type de procédure. Oui. Donc, ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Donc, en gros, ça commence à quelques centaines d'euros et ça peut aller jusqu'à quelques milliers d'euros. Oui, en fonction de ce que vous avez besoin de déployer pour trouver c'est ça, l'information. Disons que sur la partie purement recherche, préparation pénale, on est de l'ordre de 500 euros. Oui, à peu près 500 euros. S'il y a de l'enquête on-chain sur de la crypto, bon, là, il faut rajouter un budget qui commence à 500 euros, qui peut aller jusqu'à 1800 et parfois, sur certains cas particuliers, c'est vraiment sur devis. Donc là, on peut monter à 3 000 – 4 000 euros uniquement sur de la recherche. Et après, il y a la prestation de l'avocat qui va se rajouter, qui va être 1 500 à 2 000, 3 000, 4 000 euros en fonction de la complexité, du nombre de parties, en fonction du pays aussi. Et également en fonction du type de procédure, puisqu'on a certains avocats qui, sur certains dossiers, font des procédures civiles quand il y a des cibles qui ont été identifiées comme étant intéressantes. Est-ce que tu as quelques cas dont tu pourrais nous partager l'historique, au civil comme au pénal, de personnes qui, grâce à vous, ont pu récupérer ou faire condamner l'escroc ? Oui, alors j'ai 3 histoires que je peux partager. Donc il y en a une... C'était un site internet qui s'appelait Infinitrade. Donc là, on est purement dans le site totalement fictif. C'était du placement qui proposait des rendements. C'était entre 7 et 9% de mémoire. Donc 7 et 9%, on est quand même sur quelque chose d'assez fort. Parce que c'était à l'époque où les taux d'intérêt étaient vraiment proches du zéro. Et là, la victime avait investi 100 000 euros sur cette affaire. Et donc, au bout de 3 ans et quelques de procédure, il y a eu une condamnation de la banque du client pour manquement à son défaut de vigilance, ses obligations de vigilance, et la victime a récupéré 60% de la somme, donc à peu près 60 000 euros. Voilà, donc il n'y a pas eu appel de la banque derrière. Donc c'est une affaire, un jugement définitif. Donc ça, c'est première affaire, donc c'était Infinitrade. Après, j'ai une autre affaire en tête, c'est Barclays. Alors Barclays, bon, c'est pas une escroquerie à la base, mais par contre, une usurpation de Barclays, oui. Donc là, c'est des gens qui vendaient un livret d'épargne Barclays. Et d'ailleurs, ça, c'est un mode opératoire qui est quand même qui est encore plus fort parce qu'ils utilisent le vrai site de Barclays. C'est-à-dire au téléphone, ils disent aux victimes, allez sur le site Barclays, je sais pas quoi. Ils y vont, c'est le vrai site de la banque. Ils envoient un mail. Évidemment, le mail ne vient pas de Barclays avec une offre, un contrat livret d'investissement. Paiement à faire sur une banque espagnole. Et là, la victime a récupéré la somme de 25 000 euros. Donc, ça s'est passé avec l'avocat qui a négocié directement avec la banque, l'établissement espagnol. Oui, l'établissement qui avait reçu l'argent. Qui avait reçu de l'argent. Voilà, donc là, on a les cas de figure un petit peu opposés. Côté tribunal judiciaire de Strasbourg, c'était la banque qui avait laissé partir l'argent et de manière, on va dire, inconsidérée par rapport au profil de la victime et le profil de la victime se prêtait bien. Ce qui s'était passé, c'était relativement flagrant. Donc, il n'y avait pas photo. Parce que dans pas mal de cas... la fraude aux faux conseillers bancaires, c'est tout à fait ça quand même. Oui, voilà. Mais dans pas mal de cas, c'est pas si évident de trouver une faute de la banque. Donc, c'est pas une voie royale à suivre absolument. C'est quand même un chemin parsemé d'embûches avec énormément de cas il y a énormément comment on appelle ça, de cas particuliers. Le deuxième cas de figure, donc, c'est la banque de réception. Donc, c'est la banque de réception qui a ouvert et détenu un compte au nom d'une société dont le but, l'objet social, était purement frauduleux. C'était d'encaisser les fonds de l'escroquerie, d'une escroquerie avec... Bon, alors évidemment, la banque a été trompée. Les escrocs n'ont pas dit « Bonjour Madame la banque, je veux blanchir de l'argent d'escroquerie, ouvrez-moi un compte. » Oui, il n'y a pas que les personnes non avisées qui se font escroquer. Exactement. Il y a aussi les institutions et ça... Exactement. Mais bon, après, normalement, ils doivent se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Ils ont quand même un devoir de vigilance renforcé sur ces aspects. Ils ont un devoir renforcé. Et puis, quand on commence à regarder les opérations bancaires qui se passent sur ces comptes, si quelqu'un connaît un minimum le fonctionnement de la fraude et du blanchiment, ça saute aux yeux. Ça pique les yeux tout de suite. Ça tient pas 2 minutes. Encore faut-il que la personne qui a cette connaissance aille mettre ses yeux sur le bon relevé. Oui, interviennent sur le dossier. C'est ça.
et soit sollicité. C'est ça. Et le dernier cas de figure que j'ai en tête, c'est une histoire de l'année dernière. C'est la condamnation à 5 ans de prison de Ilan Marco. Donc lui, c'est quelqu'un qui a été arrêté grâce à une collaboration internationale en Israël. Il a été extradé. Et sa technique, c'était de rappeler des victimes d'escroquerie sous de faux prétextes pour leur demander de paiement des taxes avec un caractère de menace extrêmement fort. Donc menaces, injures, etc. Et il usurpait donc soit des agents du fisc, soit des gendarmes, soit toutes sortes d'autorités. Donc dans les ressorts psychologiques, on a donc l'argument d'autorité. Et donc forcément, c'est ce qu'il a perdu parce qu'il est notamment tombé, je crois, sur un ou deux policiers qui existent réellement, dont il a utilisé le nom et le titre, donc qui forcément ne l'ont pas très bien pris, et l'institution judiciaire et policière a décidé d'en faire un cas. C'est vraiment motivé sur le coup. Ah oui, bah oui. Voilà, et donc il a passé un petit moment en détention. Et donc, il est passé en jugement l'année dernière avec donc l'obligation de rembourser l'intégralité des victimes, plus du préjudice moral pour les personnes considérées. Et ce qui est intéressant, c'est que dans son arrestation, il y a des sommes qui ont été saisies, alors un petit peu en France de mémoire, mais surtout en Israël, avec toute la difficulté maintenant qui va être de faire exécuter le jugement et de pouvoir toucher cette somme qui est bloquée sur le territoire israélien par les autorités locales. Oui, parce que là, du coup, il faut rapatrier les fonds. Et il faut faire une répartition au regard des victimes, etc. Ouais, c'est ça. Et déjà, c'est le rapatriement des fonds qui, là, est la phase qui coince en ce moment. Oui, mais bon, après, il a été condamné. On peut espérer qu'au bout d'un moment, ça se débloque. Oui. Voilà. Mais... déjà, il y a quand même la satisfaction morale de la condamnation. Oui. Après, les gens qui ont mis toutes leurs économies, je pense que c'est une petite satisfaction, mais... Oui, ouais. Ça... oui. Ouais. Et donc, dans le cadre de ces condamnations, vous avez parlé donc, des banques, émettrices et réceptrices. Oui. Mais donc là, effectivement, un escroc. Finalement, les banques se sont portées également partie civile. Enfin, je pense à la Barclays. Est-ce qu'elle a été active au procès? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a aussi... on le voit avec les faux conseillers bancaires. On a des numéros de téléphone où le nom de la banque s'affiche, puisque c'est une technique d'usurpation en téléphonie. Bref. Donc, quand on est appelé, on a vraiment l'impression que c'est vraiment le conseiller. Enfin, en tout cas, quelqu'un de cette banque qui appelle, puisque... personne n'est en capacité de voir que c'est vraiment ou pas la banque. En tout cas, sur le téléphone, ça n'est pas possible. Contrairement au mail, on peut le rappeler, ou quand on reçoit un mail, on peut avoir un affichage qui est le nom de la banque.com. Et quand on met la souris dessus ou qu'on cherche à voir le détail, là, on voit, on découvre le nom hyper compliqué et puis un arrobase et un nom de domaine qui n'ont rien à voir avec ce potentiel expéditeur. Là, au téléphone, c'est assez différent. Est-ce que les banques se sont quand même elles-mêmes saisies de cette question dans les litiges que vous énoncez, pour dire finalement on utilise ma marque, mon nom, on me salit, on m'utilise à des fins frauduleuses. Est-ce qu'elles se sont saisies du sujet ou pas du tout? Alors, à ma connaissance, oui, elles interviennent. Donc, elles interviennent à plusieurs niveaux. Donc, déjà, quand il y a des sites de cybersquattage qui sont mis en place, donc ça, forcément, ils font de la veille et ils vont les faire sauter. Et rapidement, ces sites vont être noyés et vont renvoyer sur le site d'origine. Donc là, du coup, la victime se rend compte, essaie de rentrer son login mot de passe et voit bien que ça ne marche pas. Et donc là, du coup, le téléphone est sur le numéro affiché et voit bien qu'il y a un problème. Par contre, c'est quand même des procédures qui nécessitent déjà du temps et nécessitent des frais de la part des équipes juridiques informatiques des banques. Après, il y a quand même des dépôts de plainte. Donc, notamment dans l'affaire de Barclays, donc ils ont porté plainte pour l'usurpation et à chaque fois, ils montent un dossier. Parfois, ils vont un petit peu plus loin puisqu'on a travaillé avec certains agents privés de recherche qui avaient été missionnés par certains établissements dans le cadre de certains types d'affaires de ce type. Mais là, en l'occurrence, dans l'affaire où on a eu une résolution, c'était une résolution hors tribunal. Donc directement avec la banque réceptrice des fonds. Et du coup, Barclays n'a pas du tout été impliqué dans cette opération. Et d'ailleurs, on voit aussi que c'était une anomalie majeure de la part des escrocs. C'est-à-dire que quand il y a une usurpation d'identité d'une banque, souvent, ils vont essayer d'avoir le compte de collecte dans cette même banque pour des raisons de vraisemblance.
C'est-à-dire que si on vous dit qu'il faut investir sur un super livret d'épargne Barclays avec un rendement majoré à 8% et faites-moi un paiement sur BNP en Espagne, ça paraît bizarre. C'est pourquoi Barclays a un compte chez BNP. Pourquoi ils n'ont pas un compte eux-mêmes et puis en Espagne et pas en France pour des clients français. Oui, après, mais bon, on comprend aussi pour les victimes que parfois c'est juste peu lisible et que c'est ça. Ils obéissent en fait. Ils obéissent tout à fait, mais aussi on comprend aussi le problème du côté de la banque étrangère parce que vous êtes une banque espagnole, vous recevez des virements 20 000, 50 000, 100 000 euros. Il y a écrit en libellé de compte, en ordre de virement, livret d'épargne Barclays. Il y a un moment, ça peut vous interpeller aussi. Oui, en fait, c'est aussi un peu cette idée en vigilance de la réception des fonds quand le compte est jeune et qu'il reçoit ce type de quantité d'argent. Je pense qu'on l'a tous vécu. Vous recevez un virement dans le cadre d'une vente d'appartement, de n'importe quoi, de vos parents ou de n'importe qui vous envoie de l'argent. Et dès que ça dépasse quelques milliers d'euros, on vous appelle en disant qu'est-ce que c'est que cet argent ? Le contrôle de l'origine des fonds. Voilà, contrôle de l'origine des fonds. Et vous leur dites, oui, mais regardez, l'émetteur, c'est tel notaire. Ça ne me suffit pas, il me faut le papier. Enfin, voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, on a quand même, en théorie, des garde-fous qui permettent ce contrôle d'origine des fonds. Et là, ce que vous me dites, c'est que finalement, ça saute. C'est qu'en théorie. Nous, dans nos dossiers... moi, dans mes banques, les peu de fois où j'ai eu le cas, malgré le fait que c'était soit une vente, soit un achat... Alors, à titre personnel, j'ai eu la même expérience que vous, ce qui sur le coup m'a énervé. Parce qu'on a l'impression, on se dit pourquoi je peux pas disposer de mon argent comme je veux. C'est ça, mais ce qui est rétrospectivement et faisant ce métier, du coup je me suis dit c'était pas mal. Et s'il le faisait à chaque fois, on n'en serait pas là. Et on n'en serait pas là. Et après moi j'ai un prisme qui est un peu différent, qui est que par définition tous les dossiers que je vois, c'est ceux où ils ne l'ont pas fait. Oui, bien sûr. Et quand je reprends cet exemple bancaire, vous avez une société qui ouvre un compte jeune. Avec des clients particuliers d'un autre pays qui envoient des fonds de manière importante. Mais libre circulation des capitaux. Alors, certes, mais pas libre circulation de l'information sur l'origine des fonds, en tout cas. Oui, c'est ça. C'est le problème c'est le problème de l'information que la banque n'a pas. Exactement. Très clair. Alors, il me reste 2 questions. Aujourd'hui, qui sont très traditionnelles au micro de la Robe Numérique. À quoi avez-vous envie de dire non, Marc, aujourd'hui ? À quoi j'ai envie de dire non ? Moi, je suis quelqu'un d'assez optimiste. Et en fait, j'ai pas envie de dire non. J'ai toujours un gros oui dans la tête. Ok, alors à quoi avez-vous envie de dire oui ? Moi, je suis vraiment fasciné et exalté par l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies, que ce soit du Web 3, que ce soit de l'intelligence artificielle, qui vont totalement révolutionner la défense des victimes. Voilà, sur l'intelligence et l'attaque. Et l'attaque aussi, mais ça va de pair avec la défense. Ouais, parce que là, sur la vraisemblance... ça devient plus compliqué, oui, effectivement. Ça va être de plus en plus compliqué, quand même. Ça va être plus compliqué, oui. Ça va être plus compliqué jusqu'au moment où on arrive au moment fatidique du paiement. Oui, bien sûr. C'est ça. Effectivement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais je me dis quand même que sur la vraisemblance, y compris du fait que ce ne soit pas la victime qui ait passé l'ordre, mais un avatar de la victime qui a passé l'ordre et qui se rend compte qu'elle a passé un ordre X temps plus tard. Enfin, je pense à la création, par exemple, des demandes de prêt, ce genre de choses, où là, on quitte le sujet qui est là, la lutte dans les fraudes aux investissements, mais qui là va être plutôt... vous avez sollicité un prêt et puis il se déclenche que dans 3 mois comme vous l'avez demandé. Moi, je n'ai pas du tout déclenché de prêt. Si, regardez, vous avez fait une demande de prêt, on a tous les docs, on a votre voix ou on a votre visage. Je ne sais pas dans quelle mesure on va pas retourner à la validation sur certains aspects. Je me dis finalement la validation en vrai. Oui. serait peut-être la seule solution pour être sûr. Allez dans la banque la plus proche, valider votre paiement. Mais et c'est un petit retour quand même. Mais la vie, c'est des mouvements de balancier avec des allers de retour. Donc, le temps que la technologie se stabilise. Donc, en fait, ce que ça pointe, c'est comment on va prouver de manière indiscutable son identité numérique. C'est-à-dire là, l'utilisation de fake voice, de deepfake pour le visage ou pour la vidéo pour montrer qu'en fait on bouge, mais en fait c'est pas nous.
Ça met en évidence que, d'accord, mais c'est que des pixels sur une image, c'est que des ondes qui sortent d'un haut-parleur, et rien ne prouve que ces ondes sont à rapprocher d'une vraie personne. Donc derrière, qu'est-ce qu'on met en place? Est-ce qu'on met en place une carte d'identité numérique, style NFT, avec des enregistrements un peu sécurisés? Est-ce qu'on met en place un système de puces? Est-ce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation qui existent actuellement? Alors, revenir à l'ancienne en face à face, nous, on a quand même un certain nombre de cas où il y a des créations de sociétés pour des buts de blanchiment à l'étranger avec des usurpations d'identité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui arrivent avec une pièce d'identité totalement falsifiée, qui appartient à une autre victime, qui est absolument au courant de rien. La personne ne ressemble pas du tout à la photo et en face à face signe tous les papiers comme si tout allait bien. Oui, bah, bien sûr. Donc, parce que la personne ne regarde pas. Parce qu'il ne regarde pas. Parce que la personne lui parle de la pluie et du beau temps. On est déconcentré. C'est ça. Et ça passe. Et ça passe. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Marc, d'être venu au micro de la robe numérique. Merci, Oriana. Et puis, si tu veux rappeler le site internet pour retrouver toutes ces informations et surtout pour ce travail de veille que vous faites qui peut être une mine d'or pour... avant de se décider sur un investissement, aller vérifier si ça n'a pas été déclaré comme frauduleux. Exactement. Donc, c'est www.brokerdéfense.net. Merci beaucoup, Marc. Merci.